Plusieurs invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est avec nous, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Thierry Leclerc nous accompagne, président fondateur d'Alpha Jet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Et Jean-François Robin est également à nos côtés, directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Merci à vous trois d'être là. Ravi de vous retrouver. On approche des 100 jours de Donald Trump et de son administration depuis l'installation le 20 janvier dernier. Jean-François, beaucoup de menaces, de reculades, de retraites, de menaces à nouveau, etc. Enfin, le schéma se succède un peu jour après jour. Qu'est-ce qu'on retient quand même de ces 100 premiers jours, des objectifs qui ont été poursuivis et qui ont pu être atteints ou non à ce stade par Donald Trump et son administration? Alors, c'est difficile d'être quand même très positif sur la séquence, hein, quand même, quand on regarde un petit peu où on en est aujourd'hui. Et comme vous le disiez, on verra ce qui se passe demain avec ces marches avant, marche arrière. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est une présidence chaotique. On pouvait penser qu'il y avait un grand plan, que c'était ça devait être professionnel. On attendait un deal maker, un businessman, tous les investissements du monde entier allaient se ruer aux États-Unis. Ça, c'était la première option. La deuxième option, c'est quelque chose d'assez chaotique. Bon, là, on peut quand même voir que c'est quand même plutôt chaotique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand vous regardez la macroéconomie américaine, où est-ce qu'on en est ? Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est que vous avez un taux de chômage qui remonte, vous avez des anticipations d'inflation qui sont au plus haut depuis 40 ans, vous avez de la consommation qui baisse, vous avez de l'investissement qui baisse, l'investissement étranger baisse, l'investissement américain baisse. Donc vous avez au niveau macroéconomique quand même assez peu de grands succès, hein. On avait plutôt l'idée, nous, d'une économie américaine, au moment où Trump arrive au pouvoir, on se disait on peut avoir du 2,7 de croissance aux États-Unis. On est à moins de 1% aujourd'hui. On révise à la hausse l'inflation anticipée pour cette année. Donc on est sur un moment assez stagflationniste américain. On a des déficits qui sont les plus élevés en temps de paix. On a plus de 7%. On a une dette sur PIB qu'on n'a jamais connue aux États-Unis, là aussi en temps de paix. 100% de dette sur PIB. Vous avez quand même un déficit commercial qui est un record. Donc, quand vous prenez tous les indicateurs macroéconomiques, il y en a peu aujourd'hui qui vont dans le bon sens. Encore une fois, c'est la consommation le plus important, c'est quasiment 70% du PIB. Ça, c'est en train de s'effondrer. On pouvait anticiper avant même l'arrivée de Trump que la consommation des Américains, qui avait été stellaire quand même pendant les dernières années, pouvait à un moment aussi ralentir. Oui, alors c'était difficile d'imaginer que ça allait continuer quand vous aviez un taux de chômage au plus bas. Et quelque part, il a acheté au plus haut, Trump, mais quelque part, quand on voit tous les indicateurs, il y en a très très peu qui vont dans le bon sens. Quand vous prenez les indicateurs financiers qui étaient, il faut se rappeler de ça, que c'était quand même le thermomètre de Trump, hein, vous avez quand même, c'est le 3e pire démarrage de l'histoire des stocks américains. Le 3e pire, hein. Donc on est à moins 18% sur du S&P depuis le début de l'année. C'est jamais, depuis 45 ans, on a vu une telle sous-performance des actions américaines par rapport aux actions européennes. Là aussi, on partait de niveau de marché, surachat, de concentration qu'on a décrit pendant des mois, des trimestres et des années. Non, mais je suis d'accord, mais en tout cas, quand on voit la picture aujourd'hui du global de l'idée, il y a quand même, c'est dur de se dire où est-ce qu'on a progressé. Alors je pense qu'il a progressé dans son swing de golf, ce qu'on a vu avant-hier, qu'il avait passé 1 heure sur 4 depuis qu'il est président à golfer. Donc là, j'imagine qu'il y a eu des progrès. De toute façon, quand il joue avec quelqu'un, tout le monde perd, hein, c'est bizarre. Tout le monde loupe son dernier. Donc c'est le Trump putt, c'est pas le Trump putt. Hein. Voilà. Donc on est quand même dans un moment un petit peu particulier. Là où je trouve le plus frappant, c'est qu'il a réussi quand même à éroder la confiance dans le système. Alors ça, dollar. D'accord. On a quand même un système international. Les États-Unis étaient l'orchestre du système monétaire international. Là, on a Donald Trump qui orchestre sa déconstruction. Et quelque chose et quand vous voyez que géopolitiquement, vous avez aussi quelque chose qui me semble assez frappant, hein, c'est qu'il met à bas quand même le système de l'OMC, etc. Un système qui était très favorable aux États-Unis, encore une fois. Hein, il n'y avait rien qui était autre chose que très favorable, le privilège exorbitant du dollar. Tout ça est remis en cause aujourd'hui avec des conséquences géopolitiques, là aussi, qui sont impressionnantes. On voit la Chine qui est en train de s'allier avec la Corée du Sud et le Japon. Les ennemis se rapprochent. On voit la Chine qui, finalement, devient presque le parangon de l'ordre international. Ouais. Et on se demande si on préférait pas faire des accords avec la Chine parce qu'au moins, on sait qu'ils sont un peu consistants dans le temps. Donc, on a des trucs comme ça assez dingues. Là aussi, au niveau géopolitique, je vois très peu de gagnants. À part sans doute la Russie, hein, où quelque part on est en train de se dire que les États-Unis sont en train de reconnaître toutes les demandes américaines. Hein. Je rappelle qu'ils ont 10% sur l'Ukraine et 0% sur la Russie, qui sont en train de dire, Marco Rubio dit qu'ils vont reconnaître l'Ukraine. Bref, quand vous regardez économiquement, système monétaire international et financier et la géopolitique,
Moi, je trouve que c'est un énorme échec pour l'instant. Il n'y a rien pour l'instant qui me semble être gagnant dans ce qu'a fait Trump. C'est durable. On pourra débattre des heures, j'imagine, sur les dommages économiques qu'il a causés déjà en 100 jours par rapport à ce que la tendance naturelle de l'économie américaine pouvait laisser entrevoir. Mais sur la confiance vis-à-vis du dollar, est-ce que c'est une perte de confiance durable pour vous, Jean-François ? Ou est-ce qu'on peut très vite tout oublier avec quelques retraites comme celle d'hier en disant non mais la Chine, on sera très gentil, Powell, hors de question de le virer. Est-ce que ça suffit à ramener la confiance perdue ? On sent bien qu'il n'a pas fait ça de gaieté de cœur, c'est qu'il a été forcé à le faire. Donc c'est ça, moi, que je trouve. Et aujourd'hui, vous avez des corrélations qui montrent que le dollar est en train de réagir comme une devise émergente. Enfin, encore une fois, la valeur refuge aujourd'hui, c'est 1, le franc suisse, 2, l'euro. Oui. Hein, donc c'est l'euro qui est en train de. C'est vraiment Make Europe Great Again, cette histoire, contre toute attente. Bon. C'est peut-être ce qu'ils demandent à ses partenaires commerciaux, de se mettre aussi, eux, en ordre de marche, en ordre de bataille, pour des partenariats commerciaux plus équilibrés. Je pense que Trump voulait vraiment faire grandir l'Europe, c'était son but ultime. Je reprends le narratif de Scott Bessent cet après-midi à l'occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Qu'est-ce que vous retenez de ces 100 premiers jours de Donald Trump et de son administration, Nathalie ? Je crois que tout le monde est à cran, là. Ouais. Si on va tenir les vacances. 4 ans, hein. Il en reste 1400, 1300. Mais écoutez, je vais peut-être citer Jérôme Powell. Qui citait lui-même Ferris Bueller, ce lycéen qui sèche l'école, hein, dans la... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, la formidable journée de Ferris Bueller. Ouais, La folle journée. Donc, il nous dit, en nous regardant en face caméra, « Life moves pretty fast ». Et c'est vraiment ce qu'on a l'impression de vivre. Alors, c'est pas tout à fait dans ce sens. Hein. Ouais. C'est la vie va vite, c'est le temps s'en va, n'allons pas à l'école, en gros. Mais tout bouge très très vite et d'ailleurs à un tel point que là on l'a vu avec Christopher Waller, membre du board, avec la Banque du Canada, ça y est, les gens craquent, hop, on fait 2 scénarios sur la politique commerciale. Scénario négatif, on reste où on est, ça nous fait à peu près 25% de droits de douane en moyenne, et scénario dit alternatif, et j'ai l'impression que tout le monde croise les doigts pour que ce soit le scénario qui se réalise. On négocie, là, on arrive à peu près 10% de droits de douane, ce qui constitue... C'est 5 fois plus qu'avant, quand même. C'est quand même une augmentation significative. Mais c'est pour le moment le scénario favorable qui est présenté. Pourquoi favorable ? Parce qu'il a un effet vraisemblablement temporaire sur l'inflation et un effet relativement bénin, désagréable mais bénin sur la croissance aux États-Unis. C'est vraisemblablement le scénario qu'a mis en place le FMI, puisqu'ils nous prédisent... Ils partaient de 2,7% de croissance également et ils ont baissé de 0,9 points de pourcentage. Et ça correspond à peu près à ce qu'on trouve dans ce scénario. Donc vraiment, tout bouge très vite. On essaye de se raccrocher aux branches. Et sur le dollar, moi j'estime qu'il est encore trop tôt pour dire si c'est vraiment le mouvement de tout le monde veut sortir du dollar et le dollar n'est plus une réserve de référence. Mais c'est certain qu'on a des signaux. On a eu les mêmes signaux sur le marché obligataire. Là, ça se voit moins ces derniers temps. Mais voir les taux monter, et d'ailleurs la prime de terme monter, la prime de terme n'a pas suivi la détente des taux, ça veut bien dire qu'il y a une perte de confiance, alors temporaire ou plus durable, mais il y a une perte de confiance dans les actifs américains. Pour ne plus avoir confiance dans le dollar comme monnaie de réserve, il faut... J'imagine qu'on ait entre-temps trouvé une vraie alternative sérieuse et crédible, Nathalie. Elle existe aujourd'hui, cette alternative, ou pas ? Parce que l'euro ait profité sur quelques séances. Oui, mais c'est suffisant. Enfin, la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est suffisant pour des investisseurs globaux pour attacher à l'euro une valeur de monnaie de réserve mondiale. Alors je sais pas, mais à la création de l'euro, c'était le plan. Là, pour le coup, il y avait un plan et ça faisait partie du plan. C'est quelque chose qu'on a oublié rapidement après avoir écrit des... Mais c'est un plan qui reste à compléter toujours. Oui, ça reste à compléter, mais on a l'union bancaire, on a une banque centrale réactive, on a la possibilité d'augmenter la croissance potentielle avec l'infrastructure, les dépenses de défense. Donc non, je ne pense pas que du jour au lendemain, l'euro va se substituer au dollar, mais il y a un peu plus de solutions pour aller voir ailleurs que juste le sacro-saint dollar. Bon, et je rappelle, dans le master plan de Trump, édicté par son conseiller économique Stephen Miran,
c'est l'idée que ce statut de monnaie de réserve est une entrave au développement économique des États-Unis et au développement industriel des États-Unis. Le dollar, face à un ensemble de devises, a chuté de 10% par rapport à son sommet de début d'année. Ça, c'est un objectif que recherchait Trump, d'une certaine manière. Son sommet de début d'année, on peut légitimement se poser la question de savoir si on n'était pas en surévaluation du dollar, mais ça ne répond pas à la question. Donc, ce qui est étonnant dans ce plan économique, c'est qu'il y a vraiment une obsession pour les déficits commerciaux et pour le déficit de la balance des biens, ce qui n'est pas forcément pertinent dans les économies modernes. On peut penser au déficit bilatéral entre l'Europe et les États-Unis. Si on rajoute les services, on n'a plus du tout la même histoire. Donc il y a cette idée de réindustrialisation parce que c'est bien d'être à la télé avec un monsieur qui porte un casque de chantier ou qui travaille le bois. Donc c'est visuel, mais en pratique, l'emploi manufacturier aux États-Unis, même aux États-Unis, ce n'est plus grand-chose, quoi. Là, donc cette réindustrialisation à marche forcée, ça paraît un plan quand même très compliqué à mettre en place. Bon. Après, la reprise de contrôle de certaines industries stratégiques, je veux dire, il n'y a pas que les États-Unis qui en parlent aujourd'hui, Nathalie. C'est quand même visiblement un objectif pour beaucoup de zones économiques ou d'États aujourd'hui dans le monde. Oui, c'est un objectif. Et on peut le comprendre. Enfin, je veux dire, ça peut s'expliquer, ça peut se justifier. C'est aussi parce qu'il peut prendre des décisions en signant des décrets présidentiels, mais c'est pour ça qu'il invoque la sécurité nationale pour la mise en place de ces droits de douane. Donc oui, c'est légitime. Oui, on peut s'intéresser sur l'état de la mondialisation. Mais encore une fois, là aussi, je vais reciter le FMI un peu de travers parce que je n'ai pas la citation en tête. Mais c'est les droits de douane tels qu'ils sont proposés, c'est on efface tout et on recommence. Ouais, c'est le grand reset. Voilà, c'est un reset. C'est un reset des termes de la mondialisation telle qu'on l'a connue. Jean-François, il y avait une... Oui, non, je voulais dire que la confiance met des mois à se construire et des secondes à se perdre. Et je suis d'accord qu'on va passer d'un monde sans doute de domination du dollar à une moindre domination du dollar et probablement un monde multipolaire. Mais encore une fois, et puis on peut débattre pendant des heures, mais d'essayer d'avoir une balance équilibrée bilatérale avec chaque pays, absolument aucun sens. Robert Solow, mon prix Nobel que j'adore, disait très bien que moi-même j'ai un déficit commercial avec mon coiffeur tous les mois à qui je donne de l'argent et il me donne rien, ce salaud. C'est pas grave, on n'est pas dans une économie de troc. En fait, c'est le principe d'une économie intégrée du marché des biens. En fait, ça existe depuis le XIIIe siècle. Il y a un côté vision un peu de jeu à somme nulle sur un terrain très réduit des biens. C'est vraiment revenir à une économie de troc. On est très très loin de ça maintenant. Donc ça ne marche pas avec les biens si on ne prend pas en compte, je suis complètement d'accord, les services où les États-Unis sont le grand gagnant de tout ça. Bon, bilan de ces 100 premiers jours de votre point de vue d'investisseur et de stock picker aussi intéressant, puisque Trump était perçu comme étant quand même pro-business. Beaucoup d'industries, et y compris l'industrie de la technologie aux États-Unis, ont cette fois plutôt embrassé l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous en retenez, Thierry ? Moi, je retiendrai quand même la faiblesse du cœur du pouvoir, Donald Trump, qui manque de conviction, on le savait. Et donc, c'est des ballons d'essai qui sont envoyés en permanence et qui sont repris quelques jours plus tard. Donc, c'est quand même... Mais ça fait partie de la stratégie. Il l'a quand même toujours expliqué dans son art du deal. Surprendre, jamais être là où on l'attend, toujours couper l'herbe sous le pied, etc. Ça, c'est peut-être la lecture positive qu'il veut en donner. En ce qui me concerne, à mon humble niveau, c'est plutôt une faiblesse intellectuelle et un manque de compétences. Enfin, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Et tout ça, c'est aussi c'est documenté. Donc le vice-président a dit qu'il fallait faire confiance à l'instinct plutôt qu'à la réflexion. Et d'ailleurs, il honnie Barack Obama, pas pour sa couleur de peau, heureusement, mais parce que c'était un intellectuel qui avait fait des études longues, donc confère les attaques en règle contre les universités américaines, qui prenaient le temps de la réflexion. Et ça marche pas, on va nulle part, il faut faire confiance au bon sens, à l'instinct. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire un manque de conviction flagrant et donc des ballons d'essai qui sont envoyés en permanence. Alors je crois que vous avez tout à fait raison, autour de la table, ça va être long, si c'est 4 ans comme ça, de ballons d'essai en permanence. Bon, à un moment, ça va s'arrêter. Et puis quand même, la bonne nouvelle... parce qu'à un moment, on a quand même commencé vraiment à avoir très peur. Là, il y a 2-3 semaines, en se disant, mais il a vraiment, il a plus, c'est sans limite.
Enfin, quelles sont les forces de rappel? Le 9 avril, moi, j'ai discuté avec des gérants off qui ne sont pas des gérants qui capitulent comme ça, généralement dans une situation même un peu mouvementée, qui m'ont dit, franchement, le 9 avril, on ne savait plus où étaient les limites. Exactement. Et donc c'est lié à un homme. 5 trillions en 2 jours, ça c'était vraiment vu. Et vraiment, les gars étaient prêts à écrire la note au client, c'est le truc que tu n'écris jamais. Une fois dans ta vie en disant il faut lire. Et heureusement, 14 heures après la mise en place des tarifs, tout s'arrête. Et il y a des forces de rappel qui fonctionnent, et là on l'a vu encore avec le président de la Fed qui était le dernier des derniers, et finalement il fait pas si mal que ça le job, et il va rester en poste. Donc bon, il y a des forces de rappel, et je pense quand même, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est vrai que les Américains, il y a un effet richesse qui fonctionne à plein chez eux, et en gros dès qu'ils ont des sous qui rentrent, ils les dépensent. C'est comme ça que fonctionne en grande partie l'économie américaine, hein. Je caricature évidemment, mais en bonne partie. Et donc là, l'effet richesse, il a été très, très négatif depuis 2 mois ou 3 mois. Et donc, ça pèse sur le moral de tout le monde, hein. Et donc, la consommation, ce qu'on dit, le moral qui est en berne aujourd'hui, je pense que toutes les datas macro qu'on puisse relever, même si les PMI aujourd'hui n'étaient pas si négatifs que ça, finalement, mais en tout cas, on a quand même une série d'indicateurs qui nous laissent à penser que effectivement, il y a un coup Trump. Il y a déjà un coup Trump qui se mesure au moins dans le sentiment et dans les opinions. Exactement. Et dans le porte-monnaie des Américains, comme j'ai dit. En fin d'année, c'était vraiment le marché américain qui avait un leadership incroyable, presque jamais vu, qui a fini par représenter pratiquement 70% du marché mondial. Voilà. Moi, je ne reviens pas là-dessus. Je pense que quand on regarde les boîtes américaines, c'est quand même très très fort, hein. La rentabilité économique, la croissance, la visibilité qu'elles offrent, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Corporate America, c'est une autre histoire que l'histoire de Trump et des marchés. Exactement. Mais comme on dit toujours, si le marché domestique flanche, ça c'est quand même un élément, surtout si le premier marché mondial, c'est un élément évidemment à prendre en considération. Mais donc bon voilà, en gros pour résumer, on va y revoir. Le bilan il est très négatif, mais on a vu des forces de rappel qui pouvaient être actionnées. Aujourd'hui, on est dans la saison des résultats qui démarre. Le moral aussi des présidents, des CEO est vraiment un peu affecté. Bon, c'est pas une surprise. C'est le patron de DHL qui disait ça l'autre jour. On en a un peu marre. On est un peu fatigué. On en a tous un peu marre, c'est vrai. Ouais, mais bon, pour le quantifier, donc il y a quand même 27% des sociétés, donc à date, qui ont revu leur guidance à la baisse. Aux États-Unis. Aux États-Unis, je parle du marché américain, contre 9% seulement qui l'ont revu à la hausse. Donc on est dans des proportions très rarement vues. Et bon, aujourd'hui. C'est pas une saison normale de ce point de vue-là. C'est pas du tout une saison normale. Et avec le big data aussi, on compte on analyse très rapidement les transcripts des conférences calls qui ont lieu donc juste après les publications de résultats, et les termes comme ça s'empire, c'est moins bon, sont à des niveaux jamais vus par rapport à ça s'améliore donc c'est des choses qui sont mesurées traditionnellement. Juste quand même c'est intéressant, même à titre indicatif, on est sur un rapport à peu près de 3 en général, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de messages positifs qui sont envoyés par les CEO que de messages négatifs en disant ça va se détériorer, etc. Et aujourd'hui, on est pratiquement revenu à 1, et c'est la dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2009. Donc quand même une saison des résultats qui est très impactée en très rapidement, ce qui a été dit précédemment, là, tout s'est évaporé en quelques semaines. Et d'un mot, Thierry, le marché s'est ajusté à cette situation, parce que, encore une fois, vous l'avez très bien rappelé, il y a quelques mois, 70% de la cote mondiale, c'était le poids des États-Unis. On était à un climax de concentration, d'exceptionnalisme américain, de jamais d'atterrissage de l'économie américaine qu'on avait rarement vu. Et là, quelques mois après, détenir du dollar, c'est comme si on détenait, je sais pas, un truc radioactif, quoi. Ça devient le truc, surtout à ne plus avoir. J'imagine qu'entre la vérité forcément un peu entre les deux. Est-ce que le marché s'est déjà ajusté quand même à ces discours d'entreprise là nous, on a fait un point pour les clients récemment sur les fameux Magnificent Seven.
On a quand même perdu, alors c'était il y a 2-3 jours, hein, donc peut-être avec la reprise des marchés là qu'on connaît, c'est plus complètement d'actualité, mais l'ordre de grandeur est bon. On a quand même perdu 7 tours de PER, donc de valorisation des résultats depuis le début de l'année sur les Magnificent Seven. Donc on était à 30 fois. Ouais. Cher, pas cher, j'en sais rien. Tant qu'il y a de la croissance, j'ai tendance à dire que ça peut être justifié. Bon, en tout cas, on partait quand même d'un niveau peut-être un peu élevé. Et aujourd'hui, on est revenu donc à 23 fois, alors que le reste du marché n'a presque pas bougé. On est à 20 fois. Bon, enfin, c'est un petit Nvidia, je crois, le PE Forward Nvidia, c'est à peu près identique au PE Forward de l'ensemble du S&P 500 aujourd'hui, alors qu'on a eu des primes de plusieurs centaines de pourcents à un moment. La croissance passée ne se reproduira pas pour Nvidia, on en a tous conscience, mais on est quand même sur des croissances cette année de l'ordre de 45%. Quasi assuré. Enfin, il y a quand même une bonne visibilité. Donc bon, en tout cas, si on veut je pense, je reprends, la dynamique sur ces titres-là me semble pas cassée. Elle est forcément impactée, mais elle n'est pas cassée. On a aujourd'hui des niveaux de valorisation qui me semblent attrayants, et la croissance. Et pour tous, à part Tesla évidemment, qui est un peu un cas à part, mais sans ça, pour les 6 autres, cette Magnificent Seven, on a des croissances à deux chiffres, et le plus haut évidemment étant Nvidia, et ça continue en 27, en 28, donc on a quand même des très belles dynamiques. Donc est-ce que toute cette histoire qu'on raconte quand même depuis 2 ans. Est-ce qu'elle s'est évaporée comme ça ? Je ne pense pas. Voilà. Donc c'est moments, j'aurais tendance à dire, c'est un peu des moments à la Buffett où il faut savoir prendre son courage à 2 mains. On a des valorisations qui sont, à nouveau, on n'achète pas des banques à 8 fois, hein, mais en tout cas pour des sociétés de qualité qui ont des retours à nouveau. Hein. La croissance, c'est le fruit de votre rentabilité économique. Donc plus vous êtes rentable, plus vous pouvez alimenter la croissance future. Donc aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là. Ce n'est pas cassé. Et donc je pense, ça me semble des niveaux, en tout cas c'est ce qu'on a dit à nos clients, que c'était plutôt des bons points d'entrée. Le PEG d'Nvidia est revenu à moins de 1, je crois. Exactement. Donc, la valorisation rapportée à la croissance, au rythme de croissance. Oui, alors. Non, je vais juste dire, encore une fois, tout dépendra de Trump. Moi, je suis complètement d'accord avec le diagnostic. C'est aujourd'hui, si on s'arrêtait là, où on est quand même dans une situation nettement. C'est ce qu'il vient de nous dire sur la Chine, notamment, puisque le gros sujet, c'était quand même la Chine. Il faut qu'on en parle. Voilà. Il nous dit, on va pas maintenir 145%. Si jamais il arrête d'annoncer d'autres choses et qu'on s'en tenait là, qu'il y a une situation très détériorée par rapport à ce qui était avant, parce que vous l'avez dit, pour l'instant, on est quand même encore à des droits de douane 10 fois supérieurs à ce qu'ils étaient quand Trump quitte le pouvoir. Et peut-être qu'on reviendra à 5 fois, mais on est toujours dans un truc qui va ralentir le commerce mondial, ralentir le résultat des boîtes, qui me fait de l'incertitude, etc., moins d'investissement, etc. Mais si jamais il s'arrêtait, effectivement, aujourd'hui, on aurait quand même l'idée que c'est des bons moments d'entrée dans le marché américain, puisqu'on a un dollar qui a quand même nettement baissé. Vous avez des PE qui sont quand même Nvidia aujourd'hui, ça se regarde. Et puis finalement, quand vous regardez un petit peu les cycles historiques, depuis 1928, le rendement moyen des stocks américains, c'est 10%, donc annuel. Donc vous pouvez vous dire, quand en plus ça a corrigé, ça peut faire mieux que ça. Donc c'est sûrement un point d'entrée si Trump se taisait, quoi. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le faire ? Il faut quand même se le garder un petit peu en tête. En général, quand il annonce une pause, le lendemain, il nous annonce une taxe sur la pharma, sur les semi-conducteurs, sur la chimie, sur le bois. Il y a encore des enquêtes sectorielles qui peuvent déboucher sur des tarifs sectoriels. De 3000%. Je vais vous dire mieux, non seulement il va pas se taire, mais il va commencer à annoncer les bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on va avoir maintenant, à un moment, on va avoir aussi l'autre phase de Trump. Peut-être qu'on a eu le pire des 100 premiers jours, mais à un moment, on va avoir la question fiscale qui va peut-être aussi venir sur la table. La question fiscale, quand vous avez un déficit aujourd'hui voté de 5 trillions, c'est-à-dire que la dette sur PIB américaine, elle va être sans doute autour de 200% d'ici 2050 selon le CBO, qui à cette époque-là, il y a encore 3 semaines, avait le droit de décrire ce qu'il voulait. On est quand même sur des dynamiques qui sont quand même hyper impressionnantes. Donc moi, les recettes fiscales, je les attends parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un commerce qui s'écroule, votre recette fiscale, les revenus, et je rappelle juste que les droits de douane, c'est moins de 3% des revenus budgétaires américains. Donc ça ne va pas compenser l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Donc à mon avis, le déficit public américain, il va surtout glisser. Donc je ne vois pas la dynamique aujourd'hui très très favorable, même sur les rentrées fiscales. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation économique de l'Europe à ce stade ? On a fait le point sur les États-Unis. Nathalie, on a eu la dernière communication de la Banque Centrale Européenne qui a baissé à nouveau ses taux directeurs, qui s'ouvre même un espace de liberté et d'agilité supplémentaire. Plus question de discuter du taux neutre, on reverra ça quand le monde sera un peu plus apaisé, mais là, visiblement, il y a quand même aussi une BCE un peu plus combative qui se met en place. Est-ce que ça veut dire que sur le plan macro, au moins conjoncturellement,
avant de voir les fruits du plan de relance allemand, etc., il y a une phase compliquée à négocier là. Alors, une phase compliquée de toute façon, j'allais dire. Hein. Pourquoi ? Parce que, mais moins compliquée pour Christine Lagarde que pour Jérôme Powell, toute pression politique mise à part. Pourquoi ? Parce que la BCE, comme beaucoup de banques centrales dans le monde, va être confrontée à un choc de demande. Hein, c'est d'ailleurs le but des droits de douane. Hein, ils nous vendent, ces méchants Européens nous vendent trop de produits, donc on va faire en sorte de moins leur en acheter. Alors que l'économie américaine va être confrontée de fait à un choc d'offres, puisqu'il y aura moins de... Et on sait qu'un choc d'offres pour une banque centrale, ça veut dire moins d'activité, mais en l'occurrence, la façon dont il est fait, une inflation en hausse, et, j'allais dire, cerise sur le gâteau, peut-être des difficultés des chaînes de production, alors aux États-Unis et au niveau mondial. Donc pour la Banque centrale européenne, oui, c'est une sorte de tapis rouge vers davantage de baisse des taux, en étant prudent, en prenant les décisions, réunion par réunion bien sûr, mais quand Christine Lagarde a dit hier à la télévision américaine, en gros mission pratiquement accomplie sur l'inflation, c'est quand même un message très très fort, d'autant plus que ce message a été corroboré par la fameuse enquête auprès des prévisionnistes professionnels, comme on traduit littéralement, qui ne voient pas l'inflation, qui ont révisé un tout petit peu à la hausse leur inflation des 2 à 3 prochaines années, et qui, pour l'inflation de long terme, la voient toujours à 2%, donc un ancrage des anticipations inflationnistes. Mais est-ce que la BCE va avoir besoin d'être en soutien de l'activité économique, même à un moment, Nathalie ? Alors, c'est toujours compliqué. Assouplir une politique monétaire, baisser les taux d'intérêt, ça met de l'huile dans les rouages. Ça ne relance pas l'activité économique à proprement parler. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de se dire, est-ce que moi, BCE, en l'état actuel, c'est-à-dire s'il n'y a pas de riposte de l'Europe, mais sur les droits de douane, on ne semble pas en prendre le chemin, moi, Banque Centrale Européenne, est-ce que je suis confronté à un choix, je monte les taux ou je baisse les taux? A priori, le choix je monte les taux n'existe pas. N'existe pas. C'est déjà important, et ça offre, en termes de confiance pour les consommateurs, pour les entreprises, un peu de visibilité, au moins sur ce plan. Bon, et les forces effectivement de l'économie européenne aujourd'hui, à travers le revenu disponible, peut-être une politique monétaire moins restrictive, plus d'investissement, ça compense l'effet tarifaire qu'on va subir à minima, peut-être 10% en général, 25% sur quelques secteurs, l'acier, l'aluminium, l'automobile. Normalement, d'après les estimations pour 2025, pas tout à fait. Parce que, effectivement, les dépenses d'infrastructure, les dépenses de défense, c'est plutôt 2026. Mais, encore une fois, on n'est pas dans une situation de récession. On ne devrait pas être en situation de récession, puisque, alors, c'est vraiment des calculs de coin de table. Le pire des cas, c'est moins 0,5 points de pourcentage. Alors, c'est beaucoup, mais, encore une fois, on n'est pas en récession. Sur États-Unis-Chine, donc il n'y aura pas 145% de tarifs, c'est insoutenable. Ils ont eux-mêmes reconnu que c'était un embargo. Enfin, il n'y a pas besoin d'être ministre de l'économie pour ça, mais visiblement ça y est, les choses sont en train de se mettre en place. 50-65%, c'est peut-être le point d'atterrissage, nous dit Wall Street Journal aujourd'hui. Est-ce que néanmoins, on est dans une stratégie où il faut envisager un découplage total, ou au moins le découplage le plus profond possible entre la Chine et les États-Unis désormais? Moi, je crois que le mal est fait. Moi, je pense que les Chinois se sont préparés à ça. Et d'abord, pour l'instant, les droits de douane sur les États-Unis, ils sont de 145%. Hein. Sur la Chine, ils sont de 145%. Oui. Pour l'instant, le Wall Street Journal nous dit que Trump serait prêt à le faire, mais les Chinois nous disent qu'il n'y a aucune négociation qui a commencé et qu'eux, c'est un peu le jeu de chat et les souris. Moi, je suis complètement d'accord avec cette idée qu'à la fin, on arrivera aux 60%, qui étaient d'ailleurs les 60% de la campagne, et qu'il y aura 10% pour tout le monde, il y aura 15% en plus pour l'Europe, et on trouvera un petit accord un peu plus favorable avec le Japon, le Vietnam et peut-être l'Inde, mais à la fin on se retrouvera quand même avec des droits de douane entre 5 et 10 fois supérieurs à ce qu'ils étaient avant. Donc encore une fois, la picture elle n'est pas forcément si mauvaise, si bonne. La Chine, il y a quand même un truc qu'il faut garder en tête, la Chine est beaucoup dans une situation, moi je pense, de force vis-à-vis des États-Unis. Aujourd'hui, le marché américain, c'est que 13% des exportations chinoises. Oui. Quand vous regardez ça en points de PIB, c'est même pas 2 points de PIB pour la Chine. Ils se sont complètement désensibilisés. C'est 1,7 pour la France. Donc la Chine, elle est à peine plus dépendante des États-Unis que ne l'est la France, États-Unis qui l'est très peu. Et donc attention, le gros du commerce pour les Chinois, c'est évidemment l'Asie du Sud-Est. Maintenant, on a dit ça, c'est pas si facile que ça, puisque le gros du commerce chinois avec l'Asie du Sud-Est, pour
pour partir, en tout cas, c'était aussi pour repartir vers les États-Unis. Mais les États-Unis, voilà, c'est pas non plus, c'est 20% du commerce mondial. Hein, c'est pas, voilà, il y a 80% du commerce mondial qui est en dehors des États-Unis. Et donc, moi, je crois que la Chine, elle est beaucoup moins dépendante pour ses exportations. Elle est beaucoup moins dépendante de ses importations. Elle importe du gaz et du pétrole, surtout de Russie, d'autres pays. Elle a plus de possibilités de substituer les produits américains que les Américains ont aujourd'hui plus de produits agricoles, notamment du soja, du Brésil, que les États-Unis. Donc on est dans un... Elle a les métaux précieux, elle a une industrie, grâce à Trump, qui avait peu dit... on a vu la vitesse avec laquelle ils ont réussi à passer à la 5G, Huawei a commencé à développer ses propres puces, etc. Moi, je crois que la Chine sont dans un monde de verticalisation de leur mode de production et d'être beaucoup, beaucoup moins dépendant des États-Unis. À l'inverse, il me semble que les États-Unis restent une économie de consommateurs à 70% du PIB. Je veux bien croire que le but, c'est de rééquilibrer ça, mais ça va être un petit peu douloureux quand même, hein, la transition. Ça me semble être un moment pas facile pour les États-Unis. Je ne dis pas que c'est facile du tout pour la Chine. Hein. Nous, on l'a révisé à 4% de croissance. Chez Xi Jinping, il y a plein de difficultés. Le taux de chômage est largement supérieur à celui de la France. Voilà, il y a toutes les difficultés qu'on connaît. Ça fait déjà 10 ans qu'ils nous disent qu'ils veulent augmenter la consommation domestique. Bon, pour l'instant, c'est des grandes déclarations et peu dans les faits, quand même. Ouais. C'est peut-être un des objectifs de Trump. C'est peut-être ce que Trump et son administration veulent voir bouger aussi. Des États et des empires comme la Chine capables de se reposer un peu plus aussi sur leurs forces domestiques. Je trouve sympa de penser que Trump, son objectif, c'est de faire grandir l'Europe et la Chine. À mon avis, c'était pas ça. J'écoute aussi d'autres gens autour de Trump. Encore une fois, Scott Bessent, c'est quelqu'un qui est censé traduire aussi la... Moi, je pense qu'ils sont développés un narratif pour expliquer... Il y a un peu de reverse engineering, vous dites. Voilà, quand même, c'est de la faute de Powell et de Biden qui a une récession. Le reverse engineering, c'est partout, hein, y compris en politique. Revenons aux entreprises avec vous, Thierry. On parlait de l'Europe, effectivement des forces de l'Europe. SAP, c'est une force de l'Europe. Hein. Alors ça a été une belle endormie pendant longtemps, et c'est aujourd'hui la première capitalisation boursière devant LVMH qui elle-même a été dépassée par Hermès dans le secteur du luxe. Tout à fait. Pour remettre juste quelques chiffres, hein, c'est pas pour assommer de chiffres, mais donc aujourd'hui la capitalisation boursière de SAP c'est 300 milliards d'euros. La capitalisation boursière d'LVMH c'est 250. On était à 450 donc en avril il y a 2 ans pile. Et puis Novo Nordisk, hein, donc le laboratoire pharmaceutique danois sur l'obésité, les produits contre le diabète et contre l'obésité, pardon. On est monté à 600 milliards d'euros de capitalisation il y a 2 ans. Il y a 1 an, pardon, juin 2024. Et donc aujourd'hui, on est un peu moins on est à 230. Donc, tout ça pour dire, on disait au début de l'émission, les choses vont vite. Les choses vont vite aussi sur les marchés. Et en ce qui concerne SAP, c'est vrai que en gros, l'histoire, je pense que c'est vraiment aujourd'hui la darling des marchés. Pourquoi ? Parce qu'on a une très belle visibilité, tout simplement. Dans le contexte actuel, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir de la visibilité. En gros, ils ont 30 000 clients historiques. Hein, donc c'est un groupe qui a été créé au début des années 70 en Allemagne. Et donc, ils ont 30 000 clients. Et il y en a 7 000, un peu moins d'un tiers qui a basculé sur le cloud. Or, cette bascule... C'était ça leur défi. Hein. Voilà, ils n'étaient pas assez forts sur l'informatique dématérialisée. Ils ne sont pas précipités. C'est beaucoup de licences encore. Exactement, il y a beaucoup de licences. Ils ne sont pas précipités. Et donc, il y a des concurrents qui ont émergé qui étaient qu'en cloud, qui l'ont un peu pris des parts de marché. Ils avaient l'air un peu moins modernes. Mais bon, c'est assez SAP, ça. C'est plutôt un gros paquebot qui met à la fin... Quand ils se mettent en ordre de bataille, ça délivre. Et c'est vrai que là, les chiffres d'aujourd'hui sont très très bons. Hein. Surtout sur la marge opérationnelle. Plus de 27% de marge opérationnelle. Voilà, donc on était à 20% encore il y a quelques trimestres. On attendait plutôt autour de 24%. Donc c'est des surprises de ce niveau-là pour des titres de cette taille-là, c'est assez rare. Donc d'où le plus 10. Donc même des très gros mastodontes peuvent bouger. Hein, faut pas croire que c'est réservé qu'au monde des petites capitalisations. Les grandes capis aussi peuvent avoir des variations fortes journalières. Et donc l'histoire, elle est engagée. Et c'est vrai que c'est la marge au final
finale, elle sera meilleure que ce qu'elle était en point de départ. Et puis, en fait, ils tiennent mieux leurs clients, parce que les services, la licence, il y avait un peu des à-coups cycliques. Alors que là, les clients sont là, on les connaît mieux, on peut leur proposer des nouveaux produits, des petits upgrades, donc on augmente progressivement Et cette visibilité, elle est solide. Dans un monde incertain où il y a un risque sur la consommation, mais il y a aussi un risque sur les dépenses d'investissement, oui, etc. Vous avez tout à fait raison. Cette visibilité, elle est quand même solide. Tout à fait, vous avez raison. Et d'ailleurs, le président de SAP a dit on a des très bons chiffres aujourd'hui, mais on est quand même conscient de ce qui se passe. Donc, on ne s'emballe pas. Mais c'est vrai qu'en sous-jacent, on voit quand même la force à nouveau. C'est vraiment, ils ont des clients à convertir. C'est pas de la conquête, de nouveaux clients. C'est juste. Et puis, à un moment, les clients ils disent OK, on y va. Voilà, et ça passe tranquillement, et donc ils ont cette transformation à faire que les autres n'ont pas, parce que souvent c'est des boîtes qui étaient seulement cloud. Donc c'est vrai que c'est ça, je pense, qui leur donne de la visibilité. Évidemment, si l'économie part dans le décor, parce que c'est quand même, ils sont très forts dans l'industrie et la finance. Si tout ça va dans le décor, à un moment on va couper. Y compris donc ces postes. Et c'est intéressant aussi, dernier point sur SAP, ils ont mentionné l'AI qui s'applique à eux-mêmes, et donc ils disent en fait on embauche moins, donc on améliore notre base de coûts, et ça c'est assez nouveau aussi. À nouveau, on ne pensait pas forcément que SAP était à la pointe de l'intelligence artificielle, et ils ont pris leur temps, mais aujourd'hui ils commencent aussi à avoir avoir les bénéfices de ce travail qu'ils ont fait en profondeur pour pouvoir implémenter l'intelligence artificielle chez eux de manière intelligente, et donc ça leur la manière dont ils vendent leurs produits, SAP mais d'autres fournisseurs de logiciels, c'est aussi l'idée de dire, dans un monde qui sera moins optimal, la recherche d'efficacité, elle sera toujours plus élevée, et qu'il y a des logiciels qui permettent, l'IA ou d'autres, qui sont aussi des gains d'efficacité dans un monde moins optimal. Exactement. Non, mais tout à fait. Là, donc on est au cœur de tout ça avec eux. Il y a d'autres secteurs, là il nous reste 2 minutes, il y a d'autres boîtes un peu emblématiques, d'autres secteurs baromètres qui vous ont intéressé. Alors moi aussi, ce qui m'a retenu dans l'actualité récente, c'est le salon de l'automobile à Shanghai. Et c'est vrai qu'il est important pour les marques allemandes. Donc il faut quand même avoir en tête que les marques allemandes réalisaient à peu près un tiers de leur profit opérationnel en Chine. Aujourd'hui, on est un peu moins de 15% en quelques mois. Ça a été vraiment très violent. Donc, quand on parle de concurrence féroce des acteurs dans les véhicules électriques en Chine, alors il y a vraiment les constructeurs automobiles européens ont été marqués vraiment au fer rouge. Ils sont sortis du marché en 2 ans. Donc voilà, c'est le comeback. Donc ils ont fait un show un peu à l'américaine, l'américaine d'avant, de Volkswagen, je parle. Et donc ils ont annoncé des nouveaux véhicules, et donc ils ont anticipé un nouveau aussi. On dit tout le temps ces gros acteurs Volkswagen, ils font que subir, ils agissent pas. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu subi ces derniers temps, mais ils ont quand même en même temps agi, et aujourd'hui ils commencent à avoir un tout petit peu les premiers fruits de ce. Donc ils ont adopté concrètement, ça veut dire quoi? Ils ont fait un plan China for China, donc les véhicules sont produits en Chine pour les consommateurs chinois, parce que c'est vrai que on avait un peu 2 mondes d'écart, le constructeur allemand un peu old school, et puis le constructeur chinois qui envoyait des innovations technologiques dans tous les sens. C'est vrai qu'on rentrait dans, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans des véhicules chinois là les derniers, mais c'est assez impressionnant. Oui, tout le monde le dit. J'ai vu des vidéos. Mais voilà. Mais ne serait-ce qu'en vidéo, c'est quand même très impressionnant. Et le consommateur chinois, qui est assez aime bien tout ce qui est tech, a bien embrayé sur ces. Puis en plus, il y a du patriotisme chinois, et donc ils ont perdu des parts de marché. Et pourquoi, donc je finis, pourquoi c'est un moment important pour eux? Parce qu'ils ont annoncé des nouveaux véhicules qui ont l'air d'être plus dans le goût du jour. Et donc il y a une grande stratégie en Chine pour pas non plus que ça soit un bain de sang total. Il y a eu des parts de marché qui ont été perdues, mais ils vont peut-être quand même pouvoir en regagner un petit peu. Une partie. Et tout ne va pas être perdu, je pense. Bon, il va falloir que l'Union européenne choisisse entre Chine et États-Unis, là. Ça va être les termes de la négociation? Je sais. Non, mais justement, c'est un des rêves chinois en ce moment, c'est de se dire que c'est une super occasion pour la Chine de se rapprocher de l'Europe. Mais l'Europe a quand même aussi dit, il y a quand même un certain nombre de dossiers sur lesquels il faut qu'on regarde. Je pense que l'Europe reste quand même plus proche des États-Unis fondamentalement, mais c'est un bon moment pour l'Europe, puisque justement, elle va se faire courtiser par un peu le reste de la planète là.
Ouais, et puis peut-être la vie passe vite, la vie politique aussi, le calendrier électoral aux États-Unis aussi, et ce qui pourrait peut-être faire en sorte de calmer le président Trump, peut-être pas d'ici la fin de la semaine, hein, mais dans quelques mois, c'est l'approche des midterms avec des élus républicains qui doivent commencer à avoir peut-être peur pour leur siège, parce que les gens qui sont frappés de premier plan, c'est le cœur, enfin c'est une partie du cœur de l'électorat. Ont-ils plus peur de perdre leur siège que de Trump? Ça va être ça la question. Ou des opposants que Elon Musk pourrait financer dans leur circonscription. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management, Jean-François Robin, Natixis, Thierry Leclerc, AlphaJet, Fair Investors.